Alors comme ça, tu veux jouer guerrier. La classe martiale emblématique de Donjons et Dragons qui contrôle le champ de bataille et inflige des dégâts colossaux. Le guerrier est l'une des classes les plus faciles à jouer, mais propose tout de même beaucoup de versatilité dans la façon de combattre. Regardons ça de plus près. Le guerrier possède un des 10 points de vie par niveau. C'est le deuxième meilleur dé de vie partagé avec le rôdeur et le paladin. Cela lui donne assez de points de vie pour s'exposer en ligne de front dans les combats. Ses jets de sauvegarde maîtrisés sont la force et la constitution. C'est excellent pour le corps à corps puisque ça lui permet de mieux résister au poison et assommant par exemple. Le guerrier peut choisir à sa création deux compétences dans une liste assez restreinte. Ce n'est clairement pas dans cette catégorie que le guerrier brille en partie. Il maîtrise toutes les armes et armures disponibles, ce qui va lui permettre d'adopter n'importe quel style de combat. Justement, parlons des styles de combat. C'est la première capacité de guerrier acquise au niveau 1. Elle vous propose de choisir entre 6 styles différents. On a d'abord Archerie, qui donne un bonus plus 2 pour toucher un adversaire avec une arme à distance. On a ensuite Arme à deux mains, qui permet de relancer les dés de dégâts sur un résultat de 1 ou 2 avec une arme à deux mains. C'est parfait pour les manieurs d'épée à deux mains, puisque ces dés de dégâts sont de 2d6. Ainsi, chaque petit 1 ou 2 sur un lancer de dégâts pourra potentiellement se transformer en 5 voire 6 et ainsi découper ces petites têtes de gobelins. Le troisième style proposé est le combat à deux armes. Avez-vous toujours rêvé de devenir un tourbillon de lames et pourfendre vos adversaires tel une tornade? Eh bien, ce style est fait pour vous. Il permet d'ajouter votre modificateur de caractéristiques aux dégâts de la seconde attaque. Le quatrième est celui de la défense. Il ajoute un point à la classe d'armure. C'est un style assez populaire, il permet en toute situation d'avoir une meilleure défense face aux coups et attaques à distance. Le cinquième style est celui du duel. Tout droit sorti des romans de KPDP, il permet d'obtenir un bonus de plus 2 aux dégâts avec une arme de corps à corps à une main si vous ne portez aucune autre arme en seconde main. Dans la plupart des cas, c'est pour porter un bouclier en main gauche à la place. Enfin, le dernier style est la protection. Il s'adresse aux chevaliers et aux guerriers voués à défendre leurs camarades. Il permet d'imposer un désavantage à l'attaque d'un adversaire qui attaque un camarade proche de vous. Comme vous pouvez le voir, on a vraiment tous les archétypes de combattants couverts par ces 6 choix. A vous de voir quel style vous parle le plus. Je trouve personnellement que les styles archerie, duel et arme à deux mains sortent du lot. En effet, ces trois styles appliquent leurs effets aux attaques. Et au cours de sa carrière, le guerrier pourra en asséner de plus en plus, ce qui augmente indirectement leur effet. Le guerrier peut se maintenir en combat grâce au second souffle, qui lui permet de regagner quelques points de vie. Ici, le soin ne va pas être une guérison magique, mais plutôt une façon pour le guerrier de résister à la douleur et de reprendre son souffle. Il faut savoir que dans Donjons et Dragons, les dégâts infligés ne sont pas forcément des blessures. La plupart des dégâts reçus vont être des éraflures ou de petites entailles, jusqu'au coup qui mettra KO la créature. Au niveau 2, le guerrier peut réaliser une action supplémentaire en plus de son action normale une fois par repos. C'est la capacité phare du guerrier dans la 5ème édition. Imaginez, vous êtes épuisé, le combat dure depuis déjà trop longtemps. Votre dernière attaque a mis la créature aux portes de la mort. Il ne reste qu'une attaque pour en venir à bout. C'est le moment parfait pour utiliser Sursaut et arracher la victoire. Il est bon de noter que Sursaut donne une action, pas juste une attaque, ce qui veut dire que le guerrier peut l'utiliser pour foncer vers ses adversaires, boire une potion ou autre. À partir du niveau 17, le guerrier peut même utiliser cette capacité 2 fois entre 2 repos, mais seulement une fois par tour. Au niveau 3, le guerrier a le choix entre plusieurs archétypes martiaux, ou sous-classes si vous préférez. Il y en a 3 dans le manuel des joueurs, le champion, le maître de guerre et le chevalier occulte. Je les détaillerai plus tard avec pour chacun un exemple de personnage intéressant à jouer. Au niveau 4, comme toutes les classes, le guerrier a accès à l'amélioration de caractéristiques. Toutes les classes y ont accès au niveau 4, 8, 12, 16 et 19. Là où le guerrier sort son épingle du jeu, c'est qu'il y a aussi accès au niveau 6 et 14. Ça lui permet d'atteindre rapidement le fameux modificateur maximal de plus 5 en force ou en dextérité selon son style, ou de prendre toute une panoplie de dons. Au niveau 5, comme le barbare, le moine, le paladin et le rôdeur, le guerrier gagne une attaque supplémentaire. C'est-à-dire qu'il peut attaquer 2 fois au lieu d'une seule, chaque fois qu'il réalise l'action attaquer durant son tour. Le guerrier ici augmente considérablement sa puissance. Cette attaque supplémentaire renforce Sursaut, certains de ses styles de combat et ses capacités de sous-classe. Le nombre d'attaques augmente à 3 au niveau 11, c'est la seule et unique classe qui a accès à plusieurs attaques supplémentaires.
Et pour le coup, il en a même une troisième au niveau 20. C'est-à-dire qu'il peut attaquer 4 fois au niveau 20 et même 8 fois en un tour en utilisant sursaut. C'est colossal. Au niveau 9, le guerrier apprend Indomptable. Cette capacité lui permet de relancer un jet de sauvegarde raté une fois par jour. À partir du niveau 13, le guerrier peut utiliser cette capacité une fois de plus par jour, et au niveau 17, encore une fois de plus. Parlons maintenant des archétypes martiaux du guerrier. Le premier s'appelle le champion. Au niveau 3, le champion gagne la capacité critique améliorée. Elle permet de réaliser un coup critique sur un jet naturel de 19 en plus du classique 20. C'est toujours agréable de faire un coup critique, on sent l'adrénaline monter et jeter 2 fois tous ces dégâts nous donne vraiment une impression de puissance soudaine. En revanche, pour une unique capacité de sous-classe à ce niveau, on reste un peu sur notre faim. Vous comprendrez quand on passera aux 2 autres archétypes. Au niveau 7, le champion gagne la capacité Athlète remarquable. Elle permet d'ajouter quelques bonus sympathiques et augmente sa longueur de saut. Au niveau 10, le champion peut choisir une deuxième option pour la capacité de style de combat. Un guerrier qui a adopté le style duel peut profiter de défense ou protection, mais un autre qui utilise arme à deux mains ou combat à 2 armes va être un peu obligé de prendre défense. Au niveau 15, on continue sur la logique initiale du champion, car il gagne la capacité de réaliser un coup critique aussi sur un 18 naturel. À partir du niveau 18, le champion récupère au début de chacun de ses tours des points de vie si sa santé est basse. Avec 20 de constitution, ça correspond à la régénération des trolls qui est de 10 points de vie par tour, ce qui est plutôt sympathique. Le champion est l'archétype le plus simple de compréhension et d'utilisation, donc parfait pour les joueurs débutants ou pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête. C'est aussi un archétype qui va bien s'intégrer sur des personnages voulant jouer sur les critiques. En voici un exemple. On va choisir comme race Demi-Orc pour sa capacité raciale Attaque Sauvage qui permet d'ajouter un dé de dégâts supplémentaires lors d'un critique avec une arme de corps à corps. On va vouloir monter la force en priorité et prendre une hache à 2 mains et pas une épée à 2 mains pour optimiser ce dé de dégâts supplémentaires parce que lancer 3d12 lors d'un critique ça pique. On prend 9 niveaux de barbare avec au niveau 3 la voix du berserker pour avoir une attaque en action bonus à ce niveau, puis l'attaque supplémentaire comme le guerrier au niveau 5. D'ailleurs au niveau 5, on a 3 chances d'infliger un coup critique par tour qui infligera 3d12 de dégâts, sachant que le barbare dès le niveau 2 peut décider à chaque tour d'utiliser sa capacité attaque téméraire qui lui permet d'avoir avantage sur toutes ses attaques pendant le tour, ce qui augmente encore ses chances d'infliger des coups critiques. À partir du niveau 9, le barbare gagne la capacité critique brutale. Et c'est avec cette capacité que le build va prendre tout son sens. Cette capacité donne encore un dé de dégâts supplémentaire sur un coup critique. On passe alors à 4d12, puis à 5 au niveau 13, et enfin 6d12 lors d'un critique au niveau 17. On va prendre 3 niveaux de guerrier pour l'archétype champion après ces 9 niveaux de barbare, puis reprendre des niveaux de barbare jusqu'au niveau 20 total pour accéder au dernier des bonus de critique brutale. Le second archétype s'appelle le maître de guerre. Au niveau 3, le maître de guerre gagne la capacité supériorité au combat. Elle permet d'apprendre des manœuvres qui utilisent des dés spéciaux nommés dés de supériorité. La plupart des manœuvres améliorent une attaque d'une certaine manière. Le maître de guerre possède au niveau 3 4 dés de supériorité qui sont des dés 8 et sont tous regagnés après un repos court ou long. Ce qui est franchement pas mal. Surtout que le maître de guerre peut décider d'utiliser la plupart de ses manœuvres après avoir touché. Encore mieux, s'il fait un coup critique, il peut décider d'utiliser une manœuvre au dernier moment pour que son dé de dégâts soit aussi doublé avec une manœuvre comme feinte ou distraction par exemple. Il gagne aussi un dé de supériorité supplémentaire au niveau 7 et 15. Le maître de guerre commence par choisir 3 manœuvres au niveau 3 puis 2 autres au niveau 7, 10 et 15. D'ailleurs, la majorité des manœuvres ne précise pas qu'il faut être au corps à corps. Ainsi, le maître de guerre peut tout à fait convenir au guerrier à distance. Et puisque ce n'est déjà pas assez fort, le maître de guerre apprend également au niveau 3 une maîtrise d'un outil artisan au choix. Au niveau 7, le maître de guerre peut passer 1 minute à examiner une créature pour apprendre certaines informations à son sujet, comme sa valeur de force ou ses points de vie par exemple. Au niveau 10, ces dés de supériorité deviennent des D10, puis au niveau 18, des D12. Et enfin, au niveau 15, le maître de guerre regagne un dé de supériorité au début d'un combat s'il n'en a plus aucun. Bref, vous l'aurez compris, maître de guerre est un excellent archétype martial. Faisons un personnage avec cet archétype. On va choisir comme race humain, avec la variante, pour avoir une compétence en plus et surtout un don. On va vouloir monter la force en priorité avec le don combattant à 2 armes.
Vous l'aurez compris, on va prendre le style combat à deux armes. On s'équipe d'une cotte de maille, d'une épée longue en main droite et d'un marteau de guerre en main gauche. Comme ça, si des ennemis sont vulnérables aux contendants, comme les squelettes, vous pourrez en profiter. Prenons les manœuvres attaque précise, balayage et croche-pied. Niveau 4 et 6, on va augmenter la force pour essayer d'atteindre le modificateur plus 5 rapidement. Ça nous permettra de toucher plus facilement les attaques et d'infliger plus de dégâts sur chacune. A ce stade, on a 2 attaques par tour avec la main droite et une troisième avec la main gauche en action bonus, sachant qu'il y a toujours sursaut pour en faire 2 autres à tout moment. Pour les autres manœuvres, niveau 7, 10 et 15, je vous suggère les manœuvres riposte, jeu de jambes défensif, feinte, distraction, fente et repousser. Pour les autres augmentations de caractéristiques niveau 8, 12, 16 et 19, je vous conseille de prendre dans l'ordre qui vous arrange les dons robuste, attaquant sauvage, tueur de mages et vigilant. Le dernier archétype apporté par le manuel des joueurs est le chevalier occulte. Les chevaliers occultes utilisent des techniques magiques similaires à celles pratiquées par les magiciens et concentrent leurs études sur 2 des 8 écoles de magie, abjuration et évocation. Au niveau 3, le chevalier occulte apprend 3 sorts de niveau 1 et peut en lancer 2 par jour. Il apprend aussi 2 sorts mineurs qu'il peut utiliser à volonté. Le choix des sorts va dépendre de votre approche des combats. Vous pouvez améliorer votre défense avec des sorts comme bouclier et absorption des éléments, qui peuvent être lancés via une réaction, ou bien lancer des sorts de zone dans la mêlée comme main brûlante ou onde de choc. Pour achever un adversaire qui s'enfuit, projectile magique peut aussi s'avérer très utile. D'ailleurs, le guerrier a la maîtrise des jets de sauvegarde de constitution. Cela veut donc dire que le chevalier occulte perdra difficilement sa concentration sur les sorts. En revanche, il y a assez peu de sorts avec concentration dans les écoles d'abjuration et évocation, surtout au premier niveau. Dommage. Aussi, un chevalier occulte aura forcément moins d'intelligence qu'un magicien. Ce n'est pas sa priorité, ce qui influe sur le degré de difficulté de ses sorts. Prenez-le en compte lors de la sélection de vos sorts. Cet archétype obtient une autre capacité au niveau 3, lien avec une arme, qui permet au chevalier occulte de créer un lien magique avec 2 armes de son choix. Une fois lié avec une arme, il ne peut pas être désarmé de cette arme, sauf s'il est dans l'incapacité d'agir. Il peut aussi invoquer cette arme par une action bonus lors de son tour, l'amenant à se téléporter instantanément dans sa main, ce qui, ne nous le cachons pas, est super stylé. A partir du niveau 7, le chevalier occulte gagne la capacité magie de guerre. Lorsqu'il utilise son action pour lancer un sort mineur, il peut effectuer une attaque avec une arme en tant qu'action bonus. Au niveau 10, il apprend frappe occulte, qui lui permet d'imposer un désavantage à une créature au prochain jet de sauvegarde contre un sort qu'il lance avant la fin de son prochain tour, après l'avoir touché avec une attaque d'arme. Au niveau 15, le chevalier occulte peut se téléporter jusqu'à 9 mètres dans un espace inoccupé qu'il peut voir lorsqu'il utilise sursaut. Et enfin, au niveau 18, le chevalier occulte gagne la capacité magie de guerre améliorée. Lorsqu'il utilise son action pour lancer un sort, il peut effectuer une attaque avec une arme en tant qu'action bonus. J'aime beaucoup cet archétype, on a vraiment l'impression de jouer un héros de fantasy qui manie l'épée et le feu tout en se protégeant avec des capacités magiques. En voici un exemple. On va faire un build basé sur le hit and run. Il est prévu pour garder ses ennemis à distance et se défendre quand un ennemi nous atteint malgré tout. L'avantage principal ici c'est qu'on a vraiment besoin que de dextérité, tout le reste est secondaire. Prenons la race elfe, sous-race haut elfe pour le bonus en dextérité, intelligence et le sort mineur supplémentaire. Pour ce qui est de l'équipement, on commencera avec l'arc long et l'armure de cuir. Style de combat archerie évidemment, en tant que haut elfe on a un sort mineur dès le niveau 1, on prend illusion mineure qui peut nous servir à créer des couverts à volonté. Et oui, les illusions sont transparentes pour ceux qui sont au courant de l'illusion, donc si vous créez l'image d'une caisse devant vous, vous verrez au travers, tandis que vos ennemis ne verront qu'une caisse tant qu'ils n'auront pas eu l'occasion de déterminer que c'est une illusion. Ça peut être aussi utile dans beaucoup de situations hors combat. Une fois niveau 3, on gagne 2 sorts mineurs et 3 sorts de niveau 1, dont un qui n'est pas concerné par la restriction d'école. En sort mineur, on va prendre lumière d'ensemble qui nous permettra d'éclairer les cibles au loin et rayon de givre pour ralentir un ennemi se rapprochant dangereusement. Ensuite, les sorts niveau 1. On en a 3, et pour rappel, 2 d'entre eux doivent appartenir à l'école abjuration ou évocation. Premièrement, sans la moindre hésitation, bouclier, car plus 5 de classe d'armure sur une réaction, c'est super. Ensuite, onde de choc pour repousser des adversaires au corps à corps, et enfin, retraite expéditive qui va nous permettre de foncer par une action bonus. Dès ce niveau, on peut déjà commencer à jouer sur le hit and run. On tire à l'arc et si un ennemi se rapproche, on utilise nos sorts. Au niveau 4, on va prendre le don tireur d'élite, qui va augmenter grandement notre portée, nous faire ignorer les abris partiels et nous permettre de faire plus de dégâts contre un malus de précision. Attention à ne pas l'utiliser systématiquement. Au niveau 6, on prend plus 2 en dextérité.
On est maintenant au même niveau que le reste du groupe en termes de caractéristiques, avec en prime un excellent don. Au niveau 7, on gagne la capacité magie de guerre, qu'on pourra utiliser pour lancer rayon de givre, puis faire une attaque, si besoin. On gagne l'accès au sort de niveau 2. Malheureusement, il n'y a pratiquement rien d'intéressant dans les écoles d'évocation et abjuration à ce niveau. Pour le nouveau sort, on prendra donc probablement Bourrasque, qui continue dans l'optique de notre personnage en nous offrant un moyen de repousser les ennemis. Et on va remplacer Retraite expéditive par Image miroir, qui va nous rendre encore plus insaisissables. Arrive ensuite le niveau 8. Notre heure de gloire, c'est à ce niveau que l'on commence à devenir vraiment efficace. Premièrement, on gagne un nouveau sort. Et on va donc prendre Pas brumeux, une téléportation en action bonus, parce que clairement on était encore trop facile à attraper, mais l'intérêt principal vient du fait qu'on obtient une nouvelle augmentation de caractéristiques. On va donc se rendre à l'échoppe du coin, vendre notre vieil arc long et le remplacer par une belle arbalète de poing, parce que l'on va prendre le don Maître Arbalétrier. Ce don a 3 effets. On peut utiliser nos attaques supplémentaires avec une arbalète, pas de malus pour tirer au corps à corps, et on gagne une attaque supplémentaire en action bonus si on a attaqué avec une arbalète de poing. C'est le moment d'utiliser le bonus aux dégâts de tireur d'élite tout le temps. Avec ça, on peut potentiellement infliger 3d6 plus 42 points de dégâts à chaque tour. A ce niveau, on a donc désormais toute une série d'options selon la situation. Si on est loin et bien à l'abri, on fera 2 attaques, puis une troisième avec une action bonus, pour faire un maximum de dégâts. Si un danger se présente, on a le choix entre utiliser un rayon de givre en action puis attaquer en action bonus, pour ralentir et faire quelques dégâts, ou faire 2 attaques et décamper en action bonus, grâce à Pas brumeux. On a toujours bouclier si quelque chose parvient à nous attaquer, Image miroir si on peut se permettre de prendre un tour pour renforcer nos défenses, ou Bourrasque pour tenir les ennemis à distance. Au niveau 12, on a encore une amélioration de caractéristiques. C'est le moment de passer sa dextérité à 20 pour augmenter nos dégâts, classe d'armure, initiative et chance de toucher. Au niveau 14, on va prendre le merveilleux sort Hâte, qui va doubler notre vitesse, augmenter notre classe d'armure, nous donner une attaque de plus par tour et avantage sur les jets de sauvegarde dextérité. Et pour maintenir la concentration nécessaire à ce sort, on va prendre le don Lanceur de sort de guerre qui nous donne avantage sur les jets de concentration. Entre ça et la maîtrise des jets de sauvegarde constitution, il sera très difficile de perdre la concentration. Avec Hâte lancée, on effectuera donc 5 attaques par tour, 8 avec sursaut, pour un total de 5d6 plus 75 ou 8d6 plus 120 avec sursaut, si elles touchent toutes. De quoi faire un sacré trou dans la réserve de PV de n'importe quel ennemi. Et avec notre vitesse doublée, on pourra encore mieux rester à l'écart. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est la première d'une longue série. Je vais multiplier les formats sur cette chaîne, donc si vous souhaitez être alerté, je vous conseille de vous abonner. Je vous dis à bientôt et lancez votre dé pour l'initiative!